Ça y est, j'ai les nouvelles toutes fraîches du week-end, salut Alexandre. Andrea. Super. T'as passé un bon week-end d'ailleurs, il paraît que t'as fait du hockey. Écoute, j'ai mal partout, mais tu me rappelles un mauvais souvenir, je voulais pas en parler. C'était les 50 ans du H Seignan, je me sens aussi vieille que 50 ans. Hein. Non mais beau souvenir quand même, on va voir en images justement. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris de beau ce week-end? Eh bien, des nouvelles toutes fraîches de Gland. La population est invitée à participer à un sondage concernant le 1er août. Eh bien, avec 37,7% des voix, ce sera finalement un spectacle tout feu, tout flamme. Et puisqu'on parle de vote, justement, tu sais, le 3 mars, la population sera amenée à voter sur cette histoire de 13e rente AVS. Les jeunes de notre district peuvent eux aussi voter de manière consultative. Le district de Nyon les invite à s'inscrire jusqu'au 9 février pour se prononcer sur la question. Autre nouvelle, les sirènes de toute la Suisse, 5000 alarmes vont sonner ce mercredi de 13h30 à 16h30. Pas de panique, c'est juste un test pour s'assurer que tout fonctionne correctement, Alexandre. Bon, et puis alors, sirènes, pompiers, tout ça, ça nous rappelle quelque chose? Ça voudrait dire quelque chose sur le lieu où tu te rends aujourd'hui? Bon indice, on se rappelle un souvenir, le château de Divonne qui brûlait il y a 7 ans. Eh bien aujourd'hui, on a des nouvelles justement du lieu avec le maire Vincent Scatolin qui va nous dire ce qu'il sera fait de ce lieu. Je file sur place, à tout à l'heure. Allez, bonne route Andrea. Merci. Et puis pour nous, en plateau, c'est lundi, alors c'est sportif, avec les résultats sportifs, jeux 7 et matchs. Et puis on reçoit la présidente d'Union Basket Féminin, Karine Moura, qui va nous parler de ce merveilleux week-end avec 2 victoires pour les Nyonnaises. Et puis en actu, on reçoit le journal La Côte, qui vient nous parler de cette annonce de suppression de postes dans le groupe ESH Média. Voilà, je vous pose ici, vous êtes bien installés? Fais voir ta région, c'est parti. Et on commence cette émission avec le Nyon Basket féminin qui vient de vivre un week-end radieux avec 2 matchs de compétition dans le championnat de LNA. Les Nyonnaises ont remporté les 2 matchs. On en parle tout de suite avec la présidente du club, Karine Moura. Bonjour Karine. Je vous en prie, rejoignez-moi. Bonjour Merci Alexandre. d'être avec nous. Merci. Je vous en prie. Bon alors, je vous demande pas comment ça va Karine. Vous avez le sourire bien sûr. Super week-end. Oui, ça va bien. Très beau week-end. 2 matchs, 2 victoires. Ouais. Donc c'est toujours agréable. Ouais, ça fait du bien, justement. Alors, je vais donner les résultats quand même. 54 à 78 à Baden vendredi, donc 78 pour les Nyonnaises. Et puis 76 à 70, un peu plus serré, le résultat, à domicile dimanche face à Puilly. Comment est-ce qu'on fait? Parce que 2 matchs en 3 jours, avec cette intensité-là, on voit justement les images, on est quand même dans l'élite suisse du basket. On imagine que les filles devaient être fatiguées quand même. Oui, les filles sont fatiguées parce qu'au-delà des matchs, il y a aussi les déplacements. Vendredi soir, on doit se déplacer en Suisse allemande à Baden. Donc voilà, c'est des choses à mettre en place avant les matchs. Le coach aménage donc des entraînements, des phases de repos évidemment, l'alimentation aussi qui est aussi très importante. Et puis ces lendemains de week-end où c'est des jours off où les filles doivent prendre soin d'elles. Ouais. Et là, on est plus dans de la récupération. Ouais. Et donc pourtant, justement, elles ont tenu bon. On va voir tout de suite les réactions des joueuses au sortir du match au Rocher dimanche. Voilà, écoutez Karine. C'est assez compliqué. Tour de Baden sans préparation. Maintenant, voilà, la victoire est présente. Autant que maintenant, je suis pas trop contente de mon game. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, Laure, elle a vraiment fait du bien. Et chacune à notre tour, on a pu apporter ce qu'il fallait pour partir avec la victoire. C'est tout ce qui compte. Tout le long, on a quand même bien posé le rythme. On a essayé de retrouver notre jeu. Et je pense que ce qui était vraiment important, c'est plutôt la défense. La défense qui a fait qu'on a pu gagner ce match. Et du coup, je suis plutôt contente parce qu'on a fait quand même un week-end assez chargé. Donc le plus important, c'était de gagner. Voilà, le plus important, c'était de gagner. Karine Moura, merci déjà pour ces images donc au sortir du match. Alors le plus important, c'était de gagner, mais on sent que les joueuses, voilà, il y a quand même un petit truc, quand même pas totalement satisfaite d'elle-même. Pourquoi ? Non, je pense qu'effectivement, on entame, par exemple, si on prend le match d'hier, on entame très bien le match, très bonnes 5 premières minutes. Et on impose notre rythme, on est agressif, on leur rentre dedans, comme on dit. Ouais. Et il y a un moment, puis il revient, on se laisse un petit peu déborder, manque de rythme. Et voilà, et c'est vrai qu'on termine le match, on va dire, serré, mais elles ont fait le travail. C'est vrai que c'est des matchs qui sont toujours compliqués. Ouais. 2 matchs en un week-end, c'est très difficile. Et pourtant,
Très franchement, ça se passe plutôt bien, cette nouvelle saison, parce qu'il faut savoir d'où vous venez aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Oui. On revient en septembre dernier, enfin à l'été passé, des piliers de l'équipe qui sont partis, des étrangères qui ont dû quitter le club à Noël, puis des nouvelles qui sont arrivées. Donc, il y a eu quand même beaucoup de transitions, un nouveau coach aussi. Et pourtant, là, à la fin du deuxième tour de ce championnat, vous êtes deuxième derrière Fribourg-Elfic. Donc, le Nyon Basket féminin a tenu la route malgré tous ces changements. Malgré tous ces changements. Et comme vous le soulignez, c'est vrai qu'en début de saison, voilà, on est dans un nouvel ère, nouveau coach. Donc à fin d'année, on décide quand même de faire quelques changements parce qu'on se rend compte qu'au niveau du recrutement de nos pros, il nous manque quelque chose. Il nous manque du leadership des joueuses plus expérimentées. Donc, une volonté de faire 2 changements, plus l'apport d'une nouvelle joueuse suisse internationale, Shannon Hatch, qui nous fait beaucoup de bien. Et la saison est bien lancée. Oui. Et on est très motivés pour les objectifs du club. Est-ce qu'on peut dire justement que ça y est, là, vous l'avez trouvé, cet équilibre avec les nouvelles recrues qui sont arrivées? Est-ce que vous sentez que ça va bien, notamment avec le coach aussi, Nikolai Gospodinov, dont c'est la première saison au Nyon Basket féminin? Est-ce que là, ça y est, carrément, on peut se dire... L'équilibre, il est là. Maintenant, il reste encore plus de travail. Encore. Alors, du travail, il y en a toujours. Mais l'équilibre, il est là. On le sent. Sportivement, on sent que l'équipe est plus équilibrée. Oui, on est bien. Après, voilà, il y a encore beaucoup de travail. On sent quand même qu'on est aussi fébrile sur certaines phases de jeu. Mais on est bien lancé. Moi, je suis très contente. L'alchimie est parfaite. Le coach prend aussi ses marques parce que c'est un coach qui vient de l'Est avec une nouvelle culture basket, une nouvelle méthode de travail. Et ça marche bien, là? Vous êtes satisfaite justement de ce recrutement aussi? Oui, ça se passe bien. Ouais. Très bien. Bon, alors du coup, la question qu'on se pose tous, Karine Morin, c'est est-ce que ça y est, les Nyonnaises vont être championnes? Là, à nouveau, derrière, Fribourg-Elfic, deuxième. Pour l'instant, on vous souhaite que ça tienne comme ça et même que vous puissiez leur passer devant. Mais on peut y croire à une victoire nyonnaise du championnat cette année? Oui, on peut y croire. Et je dirais, en fait, le premier objectif, on va dire, là, de la saison, ça va être d'aller chercher cette finale de Coupe Suisse. Oui. On joue la demi-finale le 17 février à Baden. De nouveau, on va retrouver cette équipe de Suisse allemande, donc là en quart de finale, pour se qualifier pour les demi. Premier objectif, c'est vraiment d'aller... cette Coupe Suisse. Coupe Suisse, d'aller en finale et d'aller battre... on a les moyens, on en a parlé hier soir avec les filles, avec le coach, on va dire dans l'après-match, et on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et voilà, après les finales, il faut les jouer, mais en tout cas, on travaille dur et on y croit. Et ça viendra. Et on va suivre justement la Coupe, forcément, et puis le championnat. Karine Morin, sortons un petit peu de ce championnat et de cette équipe de Nyon Basket féminin pour parler du basket tout court, dans sa globalité. Début d'année, je recevais sur ce plateau le nouveau président de la Fédération Suisse Basketball, Andrea Siviero. Je lui ai posé la question, comment faire pour améliorer encore le développement du basket en Suisse? Écoutez ce qu'il dit et puis je vous fais réagir juste après. Pour rendre le basket plus populaire, il faut augmenter le niveau du basket. Il faut aller avoir des salles pour le jeu du basket plus professionnel, parce qu'évidemment, pour attirer des sponsors, il faut avoir des salles qui sont intéressantes. Pour attirer les médias, il faut avoir aussi des milieux pour le jeu qui sont aussi plus attrayantes. Donc en fait, ça, c'est une piste aussi à suivre. Et ça fait aussi partie des points que j'ai énoncés lors de mon programme. Les droits de télévision, c'est un peu le nerf de la guerre, non, pour le sport? C'est absolument important, c'est fondamental. Aujourd'hui, les clubs de Ligue nationale A ne touchent pas de droits de télévision. Il y a depuis quelques années une retransmission de tous les matchs, mais ce sont sur les chaînes YouTube. Et en fait, les clubs ne gagnent rien de cela. Il faut absolument attirer plus de médias, mais comme je disais avant, pour cela, il faut plus de sponsors, des meilleures salles, un meilleur niveau de jeu. Et tout cela, c'est comme une sorte de cercle vertueux qu'il faut lancer. Il faudra un certain temps. La formation et tout cela, ça fait partie de ce cercle vertueux qu'il faut déclencher d'une façon ou de l'autre. 2 meilleures salles et un meilleur... Ouais, pas de souci, tu me dis. Ouais, ok. Plus de sponsors, 2 meilleures salles et un meilleur niveau de basket. Vous êtes d'accord avec ça, Karine Morin? Complètement, non, complètement. Il souligne un point très, très juste qui est, on va dire, les infrastructures. Alors nous, avec à Nyon, on a de la chance parce qu'on a ce très beau projet de Colovray qui vient d'être voté. Donc il y a des belles perspectives à ce niveau-là pour la ville de Nyon.
Mais c'est juste, il nous faut des salles, il faut qu'on puisse s'entraîner, il faut pouvoir attirer du monde, comme il le souligne très justement. Et puis, c'est une collaboration avec les médias, la fédération, les clubs, les politiques aussi. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment un partenariat tous ensemble qu'on doit vraiment travailler. Ouais. Et cette question du niveau, je trouve que c'est un peu dur de dire, on va encore améliorer le niveau, parce que là, je veux dire, à Nyon, on a quand même une équipe féminine, une équipe masculine qui sont au niveau de l'élite. Ça joue bien quand même, non, Karine Morin? Oui, ça joue bien en Suisse, mais après, voilà, il faut viser plus grand. Si on veut aller jouer un petit peu sur la scène européenne, on voit qu'on a encore du travail à faire. On n'est pas dans une professionnalisation du basket, non plus en tout cas le basket féminin. Donc non, il y a du travail. Oui, le niveau en Suisse est bien, mais on peut faire mieux. On peut encore faire mieux. Évidemment. Voilà, comme justement, cette première équipe du Nyon Basket Féminin, prochain match, alors redites-nous la date, prochain match. Alors, prochain match à Nyon-Rocher, ça sera le samedi 24 février, mais avant ça, 2 matchs à l'extérieur, 2 fois à Baden, dont une fois la quart de finale de la Coupe Suisse. Eh bien, c'est noté. Karine Moura, présidente du Nyon Basket Féminin, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie. Je vous souhaite plein succès pour la saison. Et puis, à très bientôt. Merci, vous donnerez des nouvelles. Ça marche. Merci. Voilà, et on passe tout de suite aux résultats sportifs du week-end. C'est jeux, 7 et match. Voilà, jeux 7 et match, on commence tout de suite par les échecs, le fameux tournoi d'échecs de Signy, avec plus de 200 personnes qui ont participé au traditionnel tournoi organisé par le Cercle d'échecs de Nyon vendredi et samedi. C'est le champion Mortez Ondozzi qui a à nouveau remporté le tournoi Blitz de vendredi cette année. Et le tournoi semi-rapide de samedi a été remporté par Aurelio Colmenares. Chez les poussins, les petits, les Nyonnais se sont illustrés aussi, nous a dit le président du club, notamment le jeune Kylian, 9 ans et demi, qui s'est hissé sur un podium à la 3e place. Écoutez sa réaction filmée par le président du club, David Lujon. On est avec Kylian. Kylian, quel âge tu as? J'ai 9 ans et demi. Je joue dans le club de Nyon. Et là, tu as combien de points? J'ai 4 points. Sur combien de parties? Sur 6. 4 sur 6. C'est bien ça? Ouais. Ouais, t'es content? J'aurais pu faire 5. T'aurais pu faire 5. Et puis tu trouves comment le tournoi? C'est sympa? Ouais. Ouais. Tu vas aussi regarder les adultes ou tu regardes seulement les enfants? Des fois, je regarde aussi les adultes. Ouais. Merci, Kylian. Merci beaucoup, Kylian. Merci, David et le cercle d'échecs de Nyon. Bravo pour ce tournoi. Des échecs, on passe au basket. À nouveau, mais cette fois-ci masculin. Le BBC Nyon a retrouvé la forme ce week-end à Montaix avec une victoire 70-82. Une performance qui fait du bien dans ce début de 3e tour aux hommes de Stefan Ivanovic. Après avoir enchaîné 9 défaites consécutives, il va falloir s'accrocher pour décrocher les playoffs. Samedi, le match retour face à Montaix se disputera au Rocher. Et en tchoukball, lors de la 3e journée du championnat suisse M21, les Piragnons remettaient en jeu leur première place remportée l'année dernière. Malheureusement, ils ont perdu leurs 3 matchs du jour et ont joué la petite finale, remportée toutefois 52-51 face à Delémont. Ils terminent donc à la 3e place. Écoutez justement le joueur de l'équipe tout de suite des Piragnons. Salut, c'est Antoine des Piragnons. Aujourd'hui, on a joué pour tenter d'accéder à la finale du championnat M21. Championnat M21 qu'on avait déjà gagné l'année dernière. On a perdu nos 3 premiers matchs. On a réussi à gagner la petite finale, ce qui fait que nous sommes 3e. Malheureusement, nous étions en manque d'effectifs. Plusieurs de nos joueurs étaient blessés. Donc nous partons heureux à la douche. Et voilà, on se retrouve l'année prochaine. Ciao. Merci Antoine, merci les Piragnons et le Nyon Tchoukball Club. On parle football aussi vendredi pour leur reprise en Challenge League. Les footballeurs du FC Stade Nyonnais se sont sévèrement inclinés à Thun 4-1. Demain, ils reçoivent Chafouz et samedi, ils iront sur la pelouse d'Aro. Et on termine en volley avec ces images. Les M16 garçons qui s'étaient qualifiés pour le premier tour des championnats suisses de volley n'iront pas plus loin, malheureusement avec 3 défaites en 3 matchs, mais beaucoup d'expérience engrangée pour la suite du championnat, selon Éric Payot du volleyball La Côte. Voilà donc pour Jeux 7 et match et on reste dans le sport. Je vous en parlais en introduction, Andrea dans les buts pour le tournoi des 50 ans du HC Nyon. Regardez les images. 50 ans du HC Nyon, c'est juste énorme. On fête avec les anciens joueurs, tous les gens qui nous ont accompagnés depuis 50 ans. Alors il y aura une grosse équipe, les jaunes contre les bleus, pendant 1 heure. Qu'est-ce qui se passe là, Florian? Je sais pas trop, on m'a mis plein de trucs sur le dos, sur la tête, et on va aller fricoter le palais, quoi, c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu fais là, Andrea? Je sais pas à quel moment je dis oui surtout, c'est ça ce que je me demande. J'équipe notre future gardienne internationale du HC Nyon, Andrea.
On se réjouit de l'accueillir au sein de l'équipe et je pense qu'elle va faire le job. Est-ce que c'est lourd? Pour l'instant, je peux pas dire. 50 ans du HC Lyon, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est cool, hein. Surtout que ça a été fondé par un grand personnage, donc c'est cool. Ça fait quoi dans le José les Patins? Non, rien du tout. C'est comme si je les ai enlevés hier. C'est un bon souvenir, que des bons souvenirs. 1974, Avec Michel, avec quelques-uns qui savaient patiner, quelques-uns qui savaient pas patiner. J'ai commencé au HC Lyon comme entraîneur assistant du monsieur qui était là. C'était il y a beaucoup d'années. Président du Hockey Club Saint-Sergue. Je suis très très heureux ici de pouvoir jouer avec mes vieux copains et adversaires. Je me sens comme Robocop là. Je comprends pas comment ils peuvent bouger là-dedans. On a un grand nez. Attends, je peux pas. Je me sens très mal. On voit à quel point un municipal se dévoue pour le sport de sa ville. Eh, vous avez pas vu le syndic qui est en train d'arriver juste derrière? Ah bah voilà! Daniel Rossella, vous venez de rechausser l'équipement, les patins. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour la première fois depuis 15 ans, c'est un échauffement de mettre l'équipement. Hein. On va essayer de voir si ça marche. 50 ans du HC Lyon, qu'est-ce que ça représente? Bah, ça fait long. On avait commencé ici, des petits entraînements, il n'y avait pas de glace et tout. Début 1974, et puis on a fondé le club en 1974 avec une équipe de copains. Il n'y a pas grand monde qui savait bien patiner. Il y avait pas mal d'apprentissage, mais ça a été une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait de se prendre un goal du syndic Daniel Rossella? C'est un boulevard, je veux rien plus faire. Même Gilles Davoine est venu patiner ce soir. On peut dire même parce que je ne sais pas patiner. Allez Gilles Davoine, c'est le moment de montrer que vous voulez une patinoire à gland. Venez me voir, je sais pas au tennis, au volley, mais pas au pas. Si je fais une patinoire, c'est pas pour mon plaisir personnel. Hein. Comment va la responsable des sports de la ville de Lyon? Nickel. Ça fait longtemps que je fais du patin, mais ça fait longtemps que je n'avais plus fait. Et les sensations sont revenues, ça fait du bien? Ouais, c'est super cool, mais le hockey, voilà quoi. On va essayer. Alors il fait 57 degrés, ça sent pas très bon. Je sais pas qui était là avant et je préfère pas le savoir. Écoute, Andrea, elle n'est pas encore bien dans le match, mais je pense qu'on va remonter. Elle monte en confiance, notre gardienne championne. Pierre-Alain Dupuis, ça représente quoi le HC Lyon pour vous? Bah, c'est toute une histoire. Il y a 50 ans, j'avais aussi les patins et la canne. Je jouais à peu près comme eux, plus maladroit, mais c'était une super aventure. Super aventure. Et j'ai du plaisir à m'amuser ici avec tout le monde. Ça va Florian? C'est ça la joie du hockey. On fait rien comme dit Gilles et on est comme ça. Je fais rien, j'ai jamais rien fait à ce moment-là et Bravo! Alors je suis très mauvaise joueuse et j'ai laissé passer tous les pucks. Je comprends pas. C'est vraiment pas un sport pour moi je crois. Mais très bonne expérience. Est-ce que vous êtes heureux de votre soirée? Magnifiquement heureux, c'est le pied. Je pensais pas que ça serait aussi bien. Et c'est un peu grâce à vous les copains. Et on passe à notre page actualité tout de suite. ESH Média, l'éditeur auquel appartient le journal La Côte, a annoncé mardi dernier une quarantaine de suppressions de postes dans l'ensemble du groupe, dont une dizaine au sein des rédactions. Elle doit se résoudre à une économie de 4 millions de francs, a-t-on appris dans la presse. La Société des rédacteurs de La Côte se dit profondément inquiète. Contactée par NRTV, la rédaction en chef de La Côte dit ne pas pouvoir s'exprimer avant la procédure de consultation qui est ouverte jusqu'au 16 février. Mais nous recevons sur ce plateau Grégory Balma, président de la Société des rédacteurs de La Côte. Bonjour Grégory. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup. Merci de vous recevoir. Je vous en prie. Voilà, mauvaise nouvelle, effectivement, je viens de le dire. La première question qu'on a envie de vous poser, Grégory Balma, c'est comment ça va? Comment est le moral des troupes aujourd'hui? Comment vous vous sentez? C'est de toute façon des périodes très difficiles. C'est l'incertitude en fait, qui règne dans ce genre de période. On manque en fait de visibilité sur ce qui nous attend et du coup on navigue un petit peu à vue. Donc c'est pas une période facile, on doit faire notre travail quand même. Ouais. Et on a un peu la tête du coup qui se partage en plusieurs sources d'inquiétude. Donc
continue à faire son travail tout en sachant que des postes vont être supprimés et puis que potentiellement ça peut être la roulette russe, sans mauvaise expression. C'est ça un petit peu que vous ressentez aujourd'hui? Vous vous dites, bon, on est tous sur un siège éjectable, ou bien est-ce que vous arrivez à avoir des perspectives d'amélioration ou pas? Alors nous, on s'accroche à cette procédure de consultation qui a été lancée, donc ouverte, comme vous l'aviez dit, jusqu'au 16 février. C'est pour nous, c'est là qu'on met notre énergie. On essaie de mettre en place, on se prépare à proposer des mesures alternatives pour justement essayer de dénicher des sources d'économie potentielles. Mais c'est vrai que on a peu d'informations au final. On a les mêmes que vous sur la dizaine de postes dans les rédactions du groupe. Donc on ne sait pas combien de journalistes à la côte vont être touchés, combien de postes vont être touchés à la côte. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Non, on craint que la casse soit inévitable. Oui. Mais du coup, on s'y prépare. On essaye justement de la diminuer un maximum avec justement des réflexions sur des mesures d'économie. Ouais. Comment est-ce que justement, qu'est-ce que c'est cette procédure de consultation et quel est votre pouvoir quelque part? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous représentez, Grégory, justement, cette société des rédacteurs de la côte. Comment ça va se passer? Et puis, qu'est-ce qui peut être amené par vous? Alors, nous, vraiment, on va vraiment essayer de travailler. On travaille déjà, d'ailleurs, sur des mesures d'économie qui pourraient être, on va dire, on appelle ça des mesures alternatives parce que c'est proposer une alternative à des licenciements ou des réductions de temps de travail. Donc c'est notre travail à nous en tant que société rédacteur. On essaie de réunir les idées. Après, c'est tout un processus. Voilà, on fait des demandes, on dépose des demandes d'informations envers la direction du groupe. On essaie d'avoir ces informations pour justement pouvoir travailler sur ces mesures. Et puis en parallèle, selon l'évolution de la situation, on travaillera sur des négociations sur des mesures d'accompagnement s'il doit en avoir. Voilà, on est là-dedans. Tout se passe un peu en même temps et tout va très vite surtout. Ouais. Alors c'est vrai, nous journalistes, on connaît ça. Effectivement, on a vu des suppressions de postes, notamment dans la presse écrite. Récemment encore, Tamedia. Si on remonte dans le temps, Ringier. Maintenant, c'est ESH Média. Pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, Grégory Balma, qu'est-ce qui se passe dans la presse écrite et notamment dans la presse locale? C'est un marché qui semble s'effondrer aujourd'hui et qu'il n'y ait pas d'autre solution que des licenciements. Alors, je ne suis pas dans le secret des comptables et des dieux, mais c'est vrai qu'on le sait, il y a un problème au niveau des annonces, c'est-à-dire de la publicité, clairement. Les abonnements, on cravache pour diminuer les pertes. Ça se passe plutôt bien. Il y a le digital ou numérique qui, on espère, qui va prendre le relais. Il commence déjà des fois un peu à le faire, mais pas suffisamment vite. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème, notamment au niveau de l'annonce, de la publicité, très clairement. Ouais. Donc il y a toujours un souci aussi de... pardon, on sort un petit peu du journalisme, mais de parler d'économie. Il y a un problème peut-être de business model, au fond, ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il y a à la fois ce papier qui est encore là, qui fait encore des abonnés, qui fait encore des revenus et de la publicité, et puis le numérique, le web, qui est là depuis plus de 20 ans, et puis qui peine quand même à arriver à être totalement satisfaisant. Alors maintenant c'est connu, l'Eldorado qui était le web en guillemets au départ, quand c'est arrivé, tout le monde voyait ça comme une ressource inépuisable de revenus publicitaires notamment. On sait depuis maintenant quelques années que ça ne sera pas le cas, que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, il faut se renouveler, mais c'est vrai que dans une rédaction comme la Côte, on a tendance à dire chez nous qu'il n'y a plus que du muscle. On n'a plus un gramme de graisse en termes de... pour assurer notre métier, pour assurer notre couverture locale. On croit vraiment en l'offre micro-locale. On pense vraiment que si personne n'en parle, personne n'en parlera. Donc c'est notre boulot. Donc c'est vrai que là, il y a de l'inquiétude. Et vous mettez le doigt sur quelque chose en parlant de la presse locale, parce qu'on pense que justement, précisément, la presse locale, les médias locaux comme aussi NRTV, ont un avenir, vraiment une carte à jouer. Parce que, encore une fois, l'IA ne nous remplacera pas pour le coup. Effectivement. Mais alors, la direction de SH Média dit que ces mesures d'économie sont là pour, je cite, simplifier son fonctionnement, le fonctionnement donc de la presse locale, développer ses pôles d'expertise, sécuriser ses grands équilibres financiers et le mettre en capacité de continuer à porter les missions et valeurs des médias locaux romans. Donc, l'air de dire, il y a trop de postes, en fait, il faut couper parce qu'il faut répartir mieux le travail et les forces là où on les met. Alors, c'est un peu... il y a bien sûr, de toute façon, de la réalité là derrière, mais ça reste aussi beaucoup de mots assez classiques dans ce genre de choses, c'est qu'on va réorganiser. Oui, il y a certainement de l'optimisation à faire, ça, c'est pas à moi de savoir vraiment. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau vraiment de la rédaction, et on se fait par ailleurs aussi du souci pour tous nos confrères et nos collègues qui sont dans d'autres corps de métier qui seront aussi impactés par cette restructuration. Le marketing, la comptabilité... Mais c'est vrai que je connais moins l'organisation interne, mais c'est vrai qu'au niveau de la rédaction,
on a du mal à voir comment on va pouvoir faire notre métier, encore continuer à faire notre métier avec des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles en termes d'effectifs, ça c'est sûr. Alors justement, s'il y a quelqu'un qui vient à votre rescousse, ou en tout cas pas directement, mais qui appelle à venir à votre rescousse, eh bien c'est la municipalité de Nyon qui a publié un communiqué au lendemain de cette annonce de ESH Média, où elle formule, la ville de Nyon, donc, sa grande inquiétude pour la diversité et la vitalité de l'information dans notre région. Elle rappelle les soutiens financiers qu'elle a apportés au quotidien La Côte ces dernières années via notamment des encarts promotionnels et elle formule le vœu que d'autres collectivités publiques leur emboîtent le pas. Grégory Balma, vous qui êtes journaliste, est-ce que justement aujourd'hui la presse locale est finalement obligée d'aller regarder vers les fonds publics, de faire appel à des fonds publics pour espérer survivre, et est-ce que c'est une bonne chose? Alors c'est une très vaste question, honnêtement, et je pense qu'elle n'est pas tranchée. Nous, c'est vrai qu'en tant que média local, micro-local même, on a la sensation de produire pratiquement du service public. Donc dans ce cadre-là, on peut se dire que oui, un soutien, encore une fois, qui est contre-affaire, c'est-à-dire contre des annonces, contre de la visibilité pour les opérations de la ville de Nyon ou d'autres. Voilà, c'est pas un soutien à fond perdu. Non, voilà, mais ça, on peut imaginer que ça peut se défendre, parce que c'est vrai qu'on fait ce travail. Encore une fois, si on ne le fait pas, peu de gens, voire personne ne le fera à notre place. Et donc, du coup, c'est une perte d'information pour le district et puis la vie démocratique. Maintenant, c'est vrai que, oui, je comprends, la question peut se poser. Après, maintenant, on sait que ça fait quand même pas mal d'années que la ville de Nyon, justement, nous soutient par l'intermédiaire de ces annonces. En tant que journaliste, tout ce que je peux faire, et en plus, je couvre particulièrement la politique lyonnaise, jamais je n'ai senti une once d'ingérence, si vous voulez. Donc, et puis, je crois que NRTV est aussi bien placé pour savoir qu'on peut faire un très bon travail de journalisme, même avec un soutien politique et local et public. Ouais. Donc, ça ne pose pas de question, mais la question est légitime, totalement. Grégory Balma, président donc de cette société des rédacteurs de La Côte. Merci d'avoir été avec nous. Salutations bien sûr de la part de la rédaction de NRTV à la rédaction du quotidien La Côte. Et puis on va suivre justement ce dossier et puis voir où tout ça va vous mener après cette période de consultation au 16 février. Vous restez avec moi puisque on va retrouver Andrea justement qui a été ce matin sur le terrain à Divonne-les-Bains, direction le château qui avait brûlé, vous vous souvenez certainement, il y a quelques années, et puis qui aujourd'hui va être réaffecté pour devenir un hôtel de luxe. Vincent Scatolin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au château de Divonne avec des nouvelles. Vous êtes le maire de Divonne-les-Bains. Il y a 7 ans, le château prenait feu avec un important dispositif avec des pompiers notamment de Genève et de Nyon venus en secours. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là exactement? Rappelez-le-nous. Alors il y avait un problème électrique qui a pris dans une des chambres de l'hôtel. L'hôtel étant un ancien château avec beaucoup de bois à l'intérieur, le feu a pris très rapidement et malgré l'intervention des pompiers, la toiture a été fortement endommagée. Mais heureusement, ils ont pu sauver en fait, les pierres et la structure même du château. Donc ça a été un drame pour les Divonnais qui ont tous un souvenir très personnel dans ce château, soit pour un mariage, soit pour une fête de famille. Ça crée une vraie vive émotion. Et aujourd'hui, on est sur un site qui nécessite d'être rénové pour accueillir à nouveau un hôtel. Alors on va parler justement de ces rénovations d'ici quelques instants. Alors on est juste ici au pied où le château est fermé depuis plus de 7 ans, simplement juste la toiture qui avait été refaite. Vous, concernant votre souvenir, à ce moment-là, où est-ce que vous étiez et comment vous avez appris la nouvelle? Alors moi j'étais en réunion à Gex et je vois mes collègues dans la réunion dans laquelle j'étais se tourner vers moi en me disant « mais tu as vu que le château de Divonne brûle ?» parce que vous avez dû le voir sur des réseaux sociaux ou autres. Et du coup, on a tous été mobilisés à cette époque pour venir aider les pompiers, trouver des sandwichs, reloger des gens, puis essayer tristement, essayer d'accompagner cette dure épreuve pour la ville de Divonne-les-Bains. Alors un bâtiment historique, c'est vrai qu'il avait suscité pas mal d'émotions, tant chez nous du côté du district de Nyon que chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit finalement de l'importance de ce bâtiment? En fait, ce château, c'est l'histoire de la ville. Il est lié à la ville de Divonne-les-Bains, il est lié à la famille qui est propriétaire du château, qui est toujours propriétaire, et puis il est lié à l'identité touristique de la ville. À Divonne-les-Bains, on parle beaucoup des thermes, du lac, mais on parle aussi de son château, du restaurant étoilé qui était présent dans le château, de la belle vue que nous avons sur tout le bassin lémanique et sur le Mont Blanc. Et en fait, l'identité de la ville, elle est liée au château. Donc c'est pour ça que l'émotion a été très forte au moment où le château a brûlé. Pour revenir notamment sur les dégâts, quelle était l'importance et finalement le montant des dégâts aujourd'hui? À combien est-ce qu'il est estimé? Alors je n'ai pas le montant exact puisque le propriétaire ne nous l'a pas forcément communiqué. En tout cas, il y a eu les dégâts liés à l'incendie
et puis les dégâts liés à l'extinction de l'incendie. Avec de l'eau, je rappelle, il faisait très froid ce jour-là, l'eau a gelé dans la nuit après l'incendie, donc c'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui a endommagé en fait le château. Alors aujourd'hui, l'ouverture est prévue pour fin 2026. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant justement de pouvoir lancer ces travaux? Parce qu'en fait, il y a des sujets d'assurance, évidemment. Puis après, il a fallu que le propriétaire, avec l'accompagnement de la ville, avec l'accompagnement du département de l'Ain, avec l'accompagnement des structures de type un tourisme, trouve un porteur de projet qui prenait l'engagement de réaliser sur ce site un nouvel hôtel 5 étoiles, l'hôtel Maison Albar du groupe Centaurus, à la fois sur le site du château, à la fois dans la maison qui est à l'entrée du château. Et ça prend du temps parce que c'est des investissements qui vont se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, vous attendez encore notamment des autorisations. De quel type d'autorisation est-ce qu'il s'agit? Il y a notamment des autorisations d'urbanisme qui vont devoir être obtenues pour rénover le château, pour reconstruire. Et puis ensuite, c'est toutes les autorisations liées au tourisme et à l'ouverture d'une nouvelle enseigne hôtelière à Divonne-les-Bains. Mais je suis très heureux que Divonne retrouve un 5 étoiles bientôt. Ça nous manquait, ça manquait à la région, ça manquait au Pays de Gex, ça manquait au district de Nyon, à tout ce Grand Genève, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'occasion aussi finalement d'avoir des thermes qui reviennent, parce qu'on sait qu'elles sont fermées depuis plus d'1 an chez vous? Est-ce que c'était finalement un moyen autrement d'avoir à nouveau des thermes à Divonne? Pas vraiment, parce qu'on travaille aujourd'hui quand même sur la réouverture d'un établissement de thermes, de bien-être. Notre objectif, c'est de repositionner Divonne-les-Bains comme une ville touristique et thermale d'importance à l'échelle régionale et nationale d'ici à 2029. Donc même si nous n'avons pas encore trouvé de repreneur sur les thermes, nous sommes en train de revoir notre copie et de faire du sourcing avec des investisseurs, parce que notre volonté, c'est qu'il y ait un spa thermal, c'est qu'à Divonne-les-Bains, on puisse profiter des bienfaits de l'eau thermale de Divonne-les-Bains et qu'on puisse redevenir une référence dans le bien-être. Si on revient finalement sur les travaux ici du côté du château de Divonne-les-Bains, on sait que c'est toujours un enjeu quand on remet finalement sur pied un bâtiment historique. De quel type de travaux est-ce qu'ils vont s'agir? De tous les travaux en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bâtiment, il reste les murs, et à l'intérieur peut-être un plancher. Il va falloir refaire la toiture, réaménager l'ensemble des pièces, rénover l'escalier magistral qui est à l'entrée du château. Donc en fait, ça va être à la fois des travaux de grosses œuvres, mais également des travaux de dentelle, de petits travaux, des petits travaux de détail pour rénover ce bâtiment de manière historique comme il ressemblait avant son incendie. Donc il reste à l'identique, ou est-ce qu'il y a des petits changements? Non, il va rester à l'identique normalement. Voilà. Vincent Scatolin, maire de Divonne-les-Bains, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. Voilà, merci Andrea pour ce reportage et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Demain, dans FC Politique, Florian reçoit les 4 candidats à l'élection complémentaire à la municipalité de Gland pour un débat politique animé donc. Et puis pour ma part, je retrouverai Andrea et on se retrouvera dans Fais voir ta région ce mercredi. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Le 3 mars prochain, les électrices et électeurs de la ville de Gland seront appelés à désigner le successeur de Thierry Genoux, qui a quitté l'exécutif communal après 17 ans de bons et loyaux services. Les 4 candidats à ce poste seront présents le 6 février prochain sur le plateau de Nyon Région Télévision pour une émission spéciale consacrée à ces élections complémentaires. L'actualité politique du district de Nyon, c'est sur Nyon Région Télévision, dans FC Politique.